Bienvenue au IVe siècle après Jésus-Christ, plus précisément en l'an 394. À cette époque, l'Empire romain est non seulement décadent, mais divisé en deux. Les tensions entre l'Orient et l'Occident ne peuvent que provoquer une guerre. Mais pourquoi cette division d'un empire jadis prospère? Tout simplement à cause de la religion. Car d'un côté, l'Empire romain d'Occident est resté fidèle aux divinités romaines, mais l'Orient, lui, est devenu chrétien. Et c'est bien connu, les religions ont souvent causé des guerres. Mais ce dont je vais vous parler ne concerne pas une guerre, mais plutôt une bataille qui aura en 2 jours décidé du sort de l'Empire romain. C'est la bataille de la rivière froide, ou Frigidus, qui eut lieu du 5 au 6 septembre de l'an 394. Mais quelle goutte a fait déborder ce vase? On peut dire que c'est le meurtre ou l'éventuel suicide de l'empereur romain d'Occident Valentinien II, retrouvé pendu dans sa chambre. Théodose Ier, l'empereur d'Orient, déduit que c'est Arbogast, un général franc d'Occident, qui aurait tué Valentinien pour s'accaparer la place. Mais Arbogast ne peut pas devenir empereur, à cause de ses origines francs. Il s'arrange donc pour faire empereur Eugène, un professeur en rhétorique. Théodose Ier, poussé par sa femme, finit par lever une armée pour se diriger vers l'Italie, puis tuer Arbogast et enfin réunifier l'Empire romain dans la joie et la bonne humeur. Enfin, ça c'est le projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter cette bataille en la romançant un peu, puis on va en extraire la stratégie et l'étudier légèrement. L'armée de Théodose Ier vient de Constantinople, l'actuel Istanbul, et fait ce chemin jusqu'au lieu de la bataille en 5 mois, de mai à septembre. Bon, d'après Google Maps, ça se fait en 13 jours sans s'arrêter, et ça représente plus de 1529 km de marche au soleil, sous des armures romaines, avec quelques pauses si on est sage. Elle traverse les Balkans, en passant par les villes romaines de Sardica, Sirmium, Siscia et Emona, ou Ljubljana de nos jours, pour enfin arriver dans les alentours de cette fameuse bataille de la rivière froide, plus précisément vers Ajdouchina, près de la rivière Frigidus, ou actuelle Vipava. Une petite rivière où la température de l'eau n'est pas vraiment élevée à cette période de l'année, on s'en doutait. C'est bien de faire tout ce voyage à pied, mais il faut aussi avoir une armée qui a une chance de remporter la bataille, et ça Théodose Ier ne s'en est pas occupé, ce sont ses généraux qui ont bien fait leur boulot et ont recruté plus de 100 000 légionnaires. À cette période de l'Empire romain, les armées se barbarisent et Théodose, pour pallier au manque de troupes, conclut un pacte avec le roi wisigoth, Alaric Ier, et c'est ainsi que 20 000 guerriers goths rejoignent les rangs des Romains en échange de vivres. Je compte pas les quelques troupes fédérées qui accompagnent cette armée, elles ne représentent pas assez pour que l'histoire s'en souvienne, mais ça fait déjà 120 000 guerriers qui vont combattre pour Théodose Ier, ou en tout cas sous son commandement. Bon, en vrai, ce n'est pas lui qui commande directement les troupes non plus, ce sont ses généraux, comme Stylicon pour les légions romaines, ou Bacurius, Saoul et le Gogainas qui eux s'occupent des troupes barbares. Face à cette armée venue d'Orient se dresse l'armée d'Arbogast et d'Eugène, une armée moins bien connue des historiens mais néanmoins assez puissante pour vaincre Théodose. Elle est composée de légionnaires romains envoyés par l'aristocratie gallo-romaine et est censée aider Arbogast dans sa lutte contre le christianisme. Il y a aussi des Alamans venus combattre en échange de quelques richesses et un escadron d'Herculéens et de Joviens. Ces deux dernières unités sont des combattants d'élite francs liés à Arbogast par le sang et la patrie. Ils représenteront sa garde rapprochée durant cette bataille et tiendront tant bien que mal face aux forces de Théodose. L'armée de Théodose emprunte les passages montagneux habituels dont le col du Poirier qui est fortifié de murailles de bois accompagnées de forts qui n'ont jamais servi à rien, mais qui sont laissés vacants par l'armée d'Arbogast pour permettre de garder une certaine cohésion. Lorsque Théodose arrive, il trouve des murailles désertées et des soupçons naissent de cette fuite imprévue. L'armée d'Orient passe alors le col sans encombre jusqu'à qu'elle rencontre quelques kilomètres plus loin le campement de l'armée d'Occident. Théodose décide alors d'attaquer sans chercher à analyser le terrain et fait charger les mercenaires goths qu'il tient à son service. Les 20 000 Visigoths déferlent donc en direction du camp, mais face à eux des Herculéens, guerriers invaincus jusqu'à ce jour, dirigés par le général Arbogast en personne. Le choc des deux armées est meurtrier, tout n'est que cruauté. Malgré la force des Visigoths, les Herculéens, agiles combattants, massacrent les Goths d'Alaric. À l'arrière, les forces romaines d'Orient ne prennent que peu part à la bataille. Dans cette mêlée de corps, le capitaine Iber Bacurius trouve la mort, empalé sur une lame. Les pertes sont nombreuses, et l'armée d'Orient finit par se retirer, laissant pour mort plus de 10 000 Visigoths, ce dont le roi Alaric se souviendra dans les années qui suivent. Les troupes d'Eugène se félicitent de leur bravoure pour avoir tenu leur position, et Arbogast victorieux envoie une troupe menée par le général Arbition pour couper la retraite de Théodose et mettre en déroute son armée. La nuit tombe, et les deux camps se reposent ou pas. Théodose, lui, reste réveillé et prie durant toute la nuit. À ce niveau, les récits divergent. Pour les chrétiens, évidemment, c'est Dieu qui a fait fuir les troupes d'Arbition. Et pour les historiens plus ou moins sérieux, c'est les diplomates de son armée qui ont négocié la reddition de cette troupe. Néanmoins, l'empereur, encouragé par cette nouvelle, ordonne la mise en marche des troupes pour en finir au plus vite avec les païens. Quelques heures plus tard, les deux armées sont désormais face à face. L'affrontement est inévitable, et dans un élan groupé, les deux camps se jettent l'un sur l'autre. Mais c'est là qu'un signe de Dieu fait son apparition, ou plutôt un ouragan qui souffle violemment en direction des forces païennes et entraîne les guerriers de Théodose vers leur ennemi. Les forces d'Arbogast, aveuglées par la poussière et les rafales, sont impuissantes, et l'armée de Théodose traverse les lignes païennes sans aucune pitié, renverse Herculéens, Alamans et Romains. C'est un carnage total et une victoire écrasante pour les forces d'Orient qui remportent cette seconde bataille sans grande peine. Enfin, on peut quand même dire que les chrétiens ont eu beaucoup de chance. Suite à cette victoire, Eugène est traîné devant l'empereur Théodose puis décapité.
Entre-temps, Arbogast s'est enfui, mais traqué des heures durant et conclut qu'il est perdu et se suicide. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident et les débuts d'un empire romain unifié sous le joug de Théodose Ier et de la chrétienté. Mais des deux, seule la chrétienté survivra, car Théodose Ier mourra un mois après cette victoire. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardée. Et étant la première vidéo que je poste, il est normal que plusieurs erreurs apparaissent, mais je les corrigerai avec le temps. Donc mettez un pouce bleu si vous avez envie, et je vous dis à la prochaine. Salut!